premier récipiendaire, l'ambassadeur Jacques Hunsinger. C'est que, bien au-delà de ses fonctions d'ambassadeur qu'il a toujours exercées avec la plus grande diplomatie, c'est qu'il y a mis un cœur personnel. Il y a mis son cœur dans la mesure où il s'est attaché à tout ce que représentait Israël, et notamment, j'y suis particulièrement sensible, c'est à tout ce qui concerne les persécutions, les drames, la Shoah. Chers amis, c'est avec plaisir et beaucoup d'émotion que je vous demande d'accueillir notre présidente d'honneur, Madame la ministre. Je dirais que moi, je n'ai pas du tout, je suis d'une génération où on s'est rendu sans doute plus ou moins en Israël, que le font les jeunes maintenant, mais que je trouve que cette amitié est une chose très forte, très importante pour nous tous, et que de la maintenir comme ça à travers justement les amis de Natania, à travers cette université, c'est une richesse pour Israël, mais c'est sans doute, je dirais, encore plus pour la France. C'est en tant que Française attachée à la France, mais aussi en tant que Juive attachée à Israël, que je les remercie. Que je les remercie beaucoup. C'est une tâche difficile, mais faite avec intelligence et surtout avec cœur, pour aussi bien vis-à-vis d'Israël, de l'université de Natania, de tout Israël et de la France. Merci. Je voudrais demander à M. David Altman, qui est notre vice-président, de bien vouloir directement à la table d'honneur remettre à Mme Simone Veil, notre présidente, un tout petit souvenir qui est la reproduction d'un vitrage qui orne notre campus sur les droits de l'homme. Je dois dire que j'ai un peu la parole coupée. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que d'abord c'est très beau en soi, c'est vraiment une œuvre d'art et au surplus le sens même de cette œuvre d'art qui est la protection des droits de l'homme me touche profondément. Et ça me touche profondément parce que ça vient de vous, parce que ça vient d'Israël et que je suis toujours malheureuse, triste et bien plus que ça, lorsque Israël est mis en cause sur le plan des droits de l'homme. Et qu'au contraire, pour moi, le sens même d'Israël, pour nous tous en tout cas, c'est un pays où les droits de l'homme ont un sens très fort. Et c'est pourquoi de recevoir ce présent, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a un sens et qui me veut profondément. Merci beaucoup. Et c'est un grand honneur que vous nous faites, Madame Simone Veil, d'être avec nous ce soir. C'est à vous que je voudrais laisser le plaisir et l'honneur d'accueillir tout le monde dans cette soirée, dont je sais que vous êtes l'une des fidèles et vous êtes l'un des plus grands soutiens de cœur, notamment. Et c'est aussi pour ça que tout le monde a le grand plaisir de vous accueillir, Madame Simone Veil. Merci beaucoup. Je suis très touchée de votre accueil. Je voudrais dire que dans plusieurs années, j'ai de très nombreuses invitations qui apparaissent comme des obligations dans certains cas. Et quelquefois, je trouve que c'est un peu lourd et un peu difficile. Mais ce soir, pour moi, c'est un jour de fête. Chaque année, ça fait maintenant 3 ans, on a la gentillesse de m'inviter ici, de m'accueillir tellement gentiment. Mais surtout, c'est pas tellement l'accueil qui compte. Ce qui compte surtout, c'est ce que vous faites les uns et ce que vous êtes les uns et les autres. Natania, c'est venu pour moi maintenant. Je savais, j'y avais été, je sais ce que c'est, mais le fait de vous rencontrer une fois par an me donne encore plus l'envie d'y retourner quand j'irai. Je trouve que c'est extrêmement important qu'entre la France et Israël, il y ait des ponts de ce genre. Que ce soit des femmes notamment qui aient pris en charge
ce développement de l'université de Netanya, qui est pour nous une université, pour nous Français, attachés à Israël, une université particulièrement importante. Vous êtes cette femme vaillante du peuple juif. Vous êtes une femme vaillante du peuple français. Vous êtes l'incarnation de cette femme mythique, historique et en même temps tellement moderne, qui portant dans son histoire l'histoire de son temps, s'engage pleinement dans le présent et œuvre pour un avenir meilleur. Parce que tout ce que vous représentez nous est essentiel. Et pour l'honneur infini que vous nous accordez en acceptant d'être la présidence d'honneur de l'association des Amis français du Centre universitaire de Netanya, nous sommes fiers et heureux de vous remettre cet exemplaire de la Bible. Merci pour ce livre que je chante maintenant. Simone Veil. Vous l'avez compris avec ces quelques images, Madame Veil, qui est la présidente d'honneur des Amis français du Collège de Netanya depuis la création de cette association il y a quelques 12 ans, eh bien, elle est ici chez elle. La Journée mondiale de la femme au collège, une évidence, un seul choix possible, la femme que nous aimons tant, Simone Veil. Permettez-moi de saluer tous ceux qui ont permis cette rencontre exceptionnelle. L'Institut français de Tel Aviv, dirigé par Barbara Wolfer, que je remercie pour son soutien et sa bienveillance tout au long de ce projet. L'Alliance israélite universelle, qui est notre partenaire tout au long des cycles de conférences que nous vous proposons. Et cette année, ce sont les femmes que nous avons voulu mettre en lumière, de Charlotte Dalbo à Ethil Soum, de Chemda Ben Yehuda à Golda Meir, et Marc Eisenberg, le président mondial de l'Alliance, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Merci infiniment, Marc, pour ton soutien. Merci et bienvenue à Hélène. Guy Konopnicki, qui a accepté d'être le directeur de cet hommage consacré à Simone Veil, qui connaît bien son sujet, puisqu'il a fait cette édition extraordinaire de Marianne, qu'à cette occasion, d'ailleurs, je remercie le journal Marianne d'avoir bien voulu nous envoyer autant d'exemplaires de cette merveilleuse édition, et tous les témoins qui ont fait le voyage pour transmettre le véritable héritage que nous laisse Simone Veil. Marceline Loridan, en vidéo, mais très présente, Anne-Marie Revkolevski, professeur Mandelbaum, Marie-France Garot, que nous verrons dans le film de David Teboul, et enfin celui qui nous permet d'aller à la rencontre de cette femme privée, qui est sa mère, Pierre-François Veil, que nous accueillons avec joie. Pierre-François, merci infiniment d'être là. C'est avec émotion qu'il me revient de dire les premiers mots de cette journée. Lorsque je suis venue à Paris rencontrer Jean et Pierre-François Veil il y a quelques mois pour leur parler de ce projet, ils m'ont offert le dernier livre consacré à Simone Veil qui raconte ses combats et ont écrit une dédicace qui dit ceci: pour avoir partagé les mêmes combats. Quel honneur, car ce qu'ils ne savent pas, c'est l'immense influence que Simone Veil a eue sur mes choix de vie, sur la détermination et sur le cœur, comme elle le dit si bien, que j'essaye de mettre dans les causes qui sont les miennes. L'image de Simone Veil, seule, imperturbable au milieu d'une assemblée nationale houleuse, hostile, lors du débat historique sur la loi de l'interruption de grossesse, ne m'a jamais quittée. C'est cette femme au courage exceptionnel qui m'a permis souvent d'affronter l'adversité avec le plus de dignité possible. J'ai choisi, comme vous le savez, pour la majorité d'entre vous, puisque je vois énormément de visages familiers qui sont présents aujourd'hui, de me battre
pour l'accès à l'éducation supérieure dans ce lieu d'études et d'excellence qui est notre collège, et d'offrir une vraie chance de vie et d'avenir à des jeunes méritants qui, sans nous, sans vous, seraient laissés pour compte. Et Simone Veil a été à côté de nous dès le premier jour, dès les premiers instants, dès les premiers pas de ce très jeune collège, avec une générosité qui est simplement inoubliable. J'ai à mes côtés des femmes au cœur immense qui ne lâchent rien, ni un tuteur de plus, ni une aide supplémentaire, ni un soutien intellectuel ou affectif, pour faire en sorte que le jour venu, le diplôme attendu soit reçu et qu'il gagne. Alors je voudrais rendre hommage à Nicole Fary, qui est la directrice de nos programmes, Céline Sabag, Sonia Lévy. Elles sont celles qui fabriquent ces petits miracles au jour le jour. Merci mille fois à toutes les trois. Et je vais demander maintenant à une jeune femme, Barbara Wolfer, de venir s'adresser à vous. Oui, on va demander à qui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la scène? On a Pierre-François, Marc et Guy. Alors voilà, Pierre-François, Marc, Guy. Auriez-vous la gentillesse de prendre place sur la scène à mes côtés? Comme ça, ça ira plus vite au moment où je vous annoncerai. Barbara. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi, au nom de l'Institut français d'Israël, d'être parmi vous aujourd'hui et d'être... On m'entend? Oui? Et d'être partenaire du campus francophone du Collège académique de Netanya à l'occasion de cette journée internationale de la femme, d'autant qu'elle est consacrée à l'exceptionnelle Simone Veil. Cette journée s'inscrit dans le cadre du cycle Femmes, Sources et Miroirs que Claude Grundmann-Breitmann vous propose cette année, en partenariat avec l'Institut européen Emmanuel Levinas, pour mettre particulièrement en lumière le parcours de femmes. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail accompli par le campus francophone depuis de nombreuses années avec vous, et pour faire entendre et faire vivre la langue et la culture française. Nous en sommes très reconnaissants à Claude, Nicole et toute l'équipe du campus. L'Institut français d'Israël, qui, comme vous le savez, œuvre à la coopération entre la France et Israël dans les domaines culturels, éducatifs et scientifiques, a en effet besoin de s'appuyer sur des partenaires qui, chacun dans leur domaine et avec leur public, contribuent à nourrir et à faire vivre cette relation. À travers notre activité, nous nous employons en effet, avec donc ces partenaires, à porter une image d'ouverture, d'échange, de dialogue, de créativité, de poésie aussi. Et nous le faisons en encourageant la coopération scientifique et la mobilité des jeunes, notamment des étudiants, entre la France et Israël, mais aussi à travers le débat d'idées, à travers la littérature, la francophonie, la gastronomie aussi, et bien sûr à travers le cinéma, un domaine où je crois la relation franco-israélienne est particulièrement riche. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer que donc, le Festival du film français aura lieu très bientôt, et cette année aussi à Netanya. Alors pour en revenir au 8 mars, j'étais frappée ce matin en écoutant la radio par la multiplicité des termes employés pour désigner cette journée. Certains parlent de la journée de la femme, d'autres de la journée des femmes, d'autres encore de la journée des droits des femmes. C'est le signe sans doute de la difficulté à catégoriser, à assigner une identité et une place unique à la femme. J'opterai pour ma part sans hésiter pour le pluriel, tant les femmes sont plurielles, loin de toute généralisation, tout comme les hommes d'ailleurs. Et l'un des premiers droits est sans doute la liberté de pouvoir se définir dans toute sa singularité de femme. Le 8 mars, c'est donc une occasion de se pencher plus particulièrement sur la situation des femmes, ou plutôt là aussi sur les situations des femmes, tant ces situations sont diverses de par le monde. Dans nos sociétés occidentales, beaucoup de progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines sociaux, individuels et politiques. Plus que jamais, les femmes sont libres, sont portées à des postes de responsabilité, mais on le sait, ces acquis restent fragiles, la régression est toujours possible. Et si la condition des femmes a beaucoup progressé, on le doit notamment à une femme.
On peut vous demander d'avoir la gentillesse tous de bien vérifier vos téléphones et de les faire taire. Ce serait pas mal pour honorer l'attention qui est demandée. Voilà, on est bien ? Parfait, merci. Excusez-moi. Alors, je disais que donc, si la condition des femmes a beaucoup progressé, on le doit notamment à Simone Veil, au parcours si singulier et si exemplaire. Elle incarne le combat pour les droits des femmes, bien sûr, mais plus généralement des droits humains. Et vous allez, tout au long de cet après-midi, découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de ce parcours. Les terribles heures sombres, les engagements, les combats, les responsabilités, les victoires, les reconnaissances, les blessures aussi. Mais quelle que soit la situation, Simone Veil a fait preuve d'un courage et d'une lucidité exceptionnelle, a démontré une magnifique aptitude, forte de ses convictions, à ne pas baisser les bras. De cet itinéraire, et pour évoquer des aspects qui ne seront peut-être pas traités cet après-midi, je retiens aussi l'épisode de son premier poste de magistrate au sein de l'administration pénitentiaire, au cours duquel elle était chargée de veiller à l'état des prisons françaises et où déjà, inlassablement, elle était au service du respect des droits humains, dénonçant l'indignité des conditions de détention, œuvrant en faveur de l'accès des prisonniers à la formation et à la lecture. Je retiens aussi de sa personnalité, aux côtés de la détermination, du courage et de l'engagement, l'acuité et la permanence de son sens critique, qu'elle n'a jamais hésité à exercer, y compris sur des proches et sur sa famille politique, si elle était en désaccord avec certains dires et certains actes. Contribuer à rendre hommage à Simone Veil, à saluer son exceptionnel destin français, comme le souligne joliment le titre de la rencontre de cet après-midi, est donc un immense honneur pour moi. Merci à tous ceux qui ont contribué à permettre cette rencontre, Claude et l'équipe du campus, mais aussi Guy Konopnicki qui en a conçu le programme, en lien avec l'Institut européen Emmanuel Levinas de l'Alliance israélite universelle que préside Marc Eisenberg. Merci aussi à celles et ceux qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui, Maître Pierre-François Veil, Anne-Marie Revskoleski, Jacqueline Mandelbaum, David Teboul. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup à tous. Marc, comme je sais que tu n'as rien préparé, j'ai même pas peur, tu vois. C'est à toi. Bonjour à tous. Je veux juste dire que je ne suis pas le mieux placé, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup mieux Simone Veil dans cette salle que moi. Mais je veux évidemment apporter mon soutien à cette manifestation et dire notre affection à son fils, l'affection que nous avons pour sa maman. En tant que président de l'Alliance israélite universelle, qui est une institution pour laquelle la cause des droits, maintenant on ne dit plus les droits de l'homme, les droits humains, est centrale. Et c'était évidemment un combat magistral de Simone Veil. Au nom de Qualita, qui est une organisation qui s'occupe des Français installés en Israël, et pour qui Simone Veil aussi est un personnage important, en tant que dirigeant communautaire, parce que l'institution qui aide et peut-être même sauve le judaïsme français aujourd'hui en France, c'est la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Anne-Marie nous en parlera, et pour lequel l'action de Simone Veil a été formidable avec Anne-Marie, et qui a un rôle absolument essentiel aujourd'hui, et où j'ai le plaisir de siéger avec Jean-François. Et donc, au nom de ces différentes institutions, dire à quel point nous semble que Simone Veil nous est proche, son message est tous les jours parmi nous. Ça a été dit, ça va être dit beaucoup mieux. Une femme de courage. Moi, jeune étudiant, je me souviens de son parcours politique et de la façon dont on était impressionné qu'une femme, à l'époque c'était pas si courant, puisse avoir des responsabilités aussi importantes en France, en Europe. Voilà, donc c'est pour dire notre affection, notre soutien que je suis venu aujourd'hui. Merci.
Formidable quand il n'y a que le cœur qui parle. Pierre-François, on va vous demander de dire quelques mots. Avant de commencer, j'aurai le plaisir d'introduire Guy, qui est le directeur de cette rencontre, et ensuite il nous expliquera ce qui nous attend dans cet après-midi. Bonjour. Je ne sais pas très bien ce que Esther aurait dit, que la journée mondiale de la femme soit le premier jour de Pourim. Je ne sais pas comment elle aurait pris ça. Pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire ma très grande émotion et mes remerciements, cher Claude, de cette journée mondiale de la femme consacrée à maman par le collège de Natania, auquel elle était, vous l'avez entendu, auquel elle est très, très attachée. Alors c'est peut-être un peu paradoxal qu'à la tribune il y ait plus d'hommes que de femmes, je l'observe. Elle l'aurait observé, mais elle n'aurait pas manqué de l'observer si elle avait été avec nous. Mais d'abord, elle sera particulièrement heureuse quand je lui dirai de savoir que Nicole, la fille de son amie d'enfance, la fille de Jacqueline Samulon, trop tôt disparue, Nicole Brotterman est là avec nous aujourd'hui et elle en serait très honorée, heureuse. Et je sais que par ma voix, Nicole, elle te remercie. Elle vous remercie aussi également, tous, mesdames et messieurs, de votre présence. Mesdames, très nombreuses. Messieurs, moins nombreux quand il s'agit de ne pas être à la tribune, je l'observe. Mais à titre personnel, moi, je voudrais d'abord vous remercier des images magnifiques que vous avez retenues, de ces images de maman, images que je ne connaissais pas, et dans lesquelles, pardon de cette petite vanité de le dire, en si peu de mots, elle dit comme toujours tant de choses. Moi, il me faut beaucoup de mots pour dire peu de choses, et elle, lui faut très peu de mots pour dire beaucoup de choses. Une dernière chose encore que je dois dire aujourd'hui, et qui n'a, je crois, jamais été dit sur maman, mais je pense que, encore une fois, pas le jour de Pourim, mais le jour de la journée mondiale de la femme, un des grands regrets de maman. Et si ce vœu avait été exaucé, c'est pas moi qui serais là aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu de fille. Maman n'a eu que des fils, et elle a vécu dans une maison de garçons, et ça lui manquait beaucoup parce que dans son enfance, elle était dans une vie, dans une famille de filles. Maman avait 3 sœurs, un jeune frère, et je crois que le destin fait que les choses se sont inversées, qu'elle s'est retrouvée dans un monde d'hommes, un peu en minorité comme à cette tribune. Mon père était un homme vraiment de sa génération, voire d'une génération précédente. Il n'était pas commode. Et en dépit de cela, je vois mon ami Teboul qui sourit en pensant à papa. Non, il n'était pas commode, mais il l'a accompagné, il l'a soutenu. J'ai vu qu'il était présent, on le voit sur des images que vous avez montrées. Il était présent en 2010 ou en 2011. Mes parents étaient un couple formidable. Depuis la disparition de papa, il y a maintenant presque 4 ans, maman ne sort plus en public. Sinon, peut-être serait-elle là, je n'en suis pas certain, parce qu'elle est aujourd'hui âgée et fatiguée, mais je sais qu'elle est contente que je sois là, que je la représente et que j'essaye de vous dire toute son affection et tout son amour pour votre collège. Voilà. Alors, on va passer maintenant au deuxième chapitre de notre rencontre. Et je vais lire la biographie fascinante de notre directeur de cette rencontre, Guy Konopnicki. Il est le fils de Raphaël Konopnicki, Édouard Voisin dans la Résistance, né en 1915 à Kalitz en Pologne, et de Rose Konopnicki, née Rosa Hoffnung à Gelsenkirchen en Allemagne, résistante décorée de la Croix du combattant volontaire. Guy Konopnicki est militant communiste dans sa jeunesse, puis membre du Parti communiste français, membre du Bureau national de l'Union des étudiants communistes.
entre 68 et 72 et président de l'UNEF de 71 à 72. Il commence sa carrière de journaliste à l'hebdomadaire culturel communiste France Nouvelle, puis anime l'association Travail et Culture, organisation culturelle liée à la CGT. Après sa rupture avec le Parti communiste en 1978, il collabore à Libération, ainsi qu'au Matin de Paris de 1985 à 1992, au mensuel Globe. Il est depuis 1999 chroniqueur au magazine Marianne. Il participe au Panorama de France Culture à partir de 1980 jusqu'à la disparition de cette émission en 1999, toujours sur France Culture. Il participe depuis sa création à l'émission des Papous dans la tête. Il est également scénariste et dialoguiste de cinéma, dont Rouge baiser de Vera Belmont. À la fin des années 70, Guy Konopnicki s'affirme comme romancier, avec Au Chic ouvrier, publié en 1979 aux éditions Libre Allié. Dans ce roman, il joue des sonorités de l'accent yiddish en français et fournit un glossaire. Il jouera par la suite de diverses contraintes volontaires. Ainsi, dans Ligne 9, chaque station de métro située entre la mairie de Montreuil et le pont de Sèvres forme un chapitre. Les Cahiers de Prague forment un roman gigogne où chaque histoire en comprend au moins une autre. Il est également romancier, auteur de Série Noire, sous le pseudonyme de Konop. Le héros de ces polars est le commissaire Samuel Benamou, flanqué depuis Poulet Cachère, de l'inspecteur, et Li Youpin, né dans l'Indochine française. Pas de Kaddish pour Zilberstein a été adapté au cinéma par Alexandre Arcadi sous le titre K, avec Patrick Bruel dans le rôle du commissaire. Konopnicki puise son inspiration romanesque dans l'histoire contemporaine, celle des guerres et des révolutions. Ses thèmes favoris se réfèrent au communisme, au monde juif, mais aussi à la mémoire populaire. Ses romans, Ligne 9 et Le silence de la ville, relèvent son fort attachement à Paris, au Paris populaire, ses banlieues, son métro. Son vécu remanié est également une de ses sources. Auteur d'essais politiques et littéraires, Guy Konopnicki aime prendre le contre-pied des idées reçues, comme en témoigne Éloge de la fourrure, pour en finir avec la France éternelle, ou encore La faute des Juifs. Revenu à la politique active en 1992, Guy Konopnicki a été conseiller régional d'Île-de-France de 92 à 98, élu dans les Hauts-de-Seine sur la liste Génération Écologie. Alors, moi, je voudrais infiniment remercier Guy d'avoir fait l'énorme effort dans la houle politique et journalistique qui est celle de la France et de Paris en particulier pendant ces derniers mois, d'avoir trouvé le temps et le cœur de mettre toute son énergie pour composer cet après-midi, pour vous, pour nous. Vous vous rendez compte à quel point c'est important parce que, encore une fois, Simone Veil est véritablement pour nous quelqu'un d'immense et de très proche. Donc je vais lui laisser la parole et il va vous présenter ce qui va se passer tout l'après-midi avec vous. Oui. Et on va présenter les choses. Non, mais restez là. Surtout Pierre-François qui va quand même participer à tous les moments du débat, autant qu'il le veut, bien évidemment. Alors, pourquoi Simone Veil? Je crois qu'il faut dire d'abord une chose très simple. Elle est la première femme d'État de l'histoire républicaine. Je dis bien l'histoire républicaine parce que l'histoire de France a connu des femmes d'État pour le meilleur et pour le pire. Catherine de Médicis, la France a été dirigée par des femmes sous la monarchie à la faveur de périodes de transition. La République française, qui a placé l'égalité au centre de sa devise, n'a accordé le droit de vote aux femmes qu'après la défaite d'une armée de 4 millions d'hommes. C'est enfin le moment où, sous l'autorité du général de Gaulle, le gouvernement provisoire, en avril 1944, donne le droit de vote aux femmes. On est quand même dans cette situation-là. C'est un régime extrêmement masculin. Il y a eu 3 femmes nommées ministres alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote par Léon Blum. Mais autrement, le régime républicain a systématiquement écarté les femmes, qui pouvaient être conseillères, qui pouvaient être fonctionnaires. On sortait tout juste, Jean Zay,
ministre de l'Éducation nationale, a développé le lycée de jeunes filles. On a ouvert l'agrégation aux femmes, c'était un scandale. Voilà. Et donc, il faut la guerre, la résistance, la déportation, nous allons y revenir évidemment, le rôle d'un certain nombre de femmes dans la résistance, pour qu'on dise maintenant l'égalité concerne les femmes, c'est 1945. Ensuite, quand on regarde l'histoire des deux républiques qui suivent la guerre, la 4e, la 5e, certaines femmes jouent des rôles. Il y a des sous-secrétaires d'État, en général, à la famille, à des questions sociales. La première ministre de plein exercice de la Ve République jouant un rôle majeur est Simone Veil. Voilà. C'est ce qui lui donne, au fond, un rang dans l'histoire. Nous allons donc y revenir sous différents aspects. D'abord, le témoignage de Marceline Loridan, qui fut sa compagne de détention. Témoignage vidéo, Marceline aurait tant aimé doublement être là, d'abord pour rendre hommage à son amie, et aussi pour être une fois de plus ici, dans ce collège universitaire et en Israël, auquel elle est profondément attachée. Malheureusement, sa santé ne lui permet pas de prendre l'avion. De déportée à passeuse de mémoire, avec Anne-Marie Revkolevski, qui fut la directrice générale de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont Simone Veil était la présidente. Et en plus, c'est la fondation de la fondation, si je peux me permettre, ce sont les débuts. Nous viendrons ensuite à la loi Veil. Je raconterai 2-3 choses sur les conditions politiques. Il se trouve que j'étais journaliste stagiaire et que la première fois que je suis allé à l'Assemblée nationale, il y avait cette femme dont je ne savais pas grand-chose, qui présentait une loi qui fut une révolution que nous évoquerons avec quelqu'un qui n'a pas rencontré Simone Veil dans sa vie, le docteur, le professeur Jacqueline Mandelbaum, dont la spécialité n'est pas l'interruption de grossesse, mais l'inverse, puisque c'est une des pionnières de la fécondation in vitro. Mais nous verrons avec elle comment la loi votée en 1974 et promulguée en janvier 1975 a été une révolution pour les femmes et dans la pratique médicale. Et ensuite, avec Pierre-François Veil, nous évoquerons l'ensemble de la trajectoire de Simone Veil, sa trajectoire politique. Marie-France Garot ne pouvait pas non plus se déplacer. Elle m'avait promis un enregistrement vidéo. J'ai passé un moment passionnant avec elle, mais elle ne voulait pas être devant la caméra, donc je servirai uniquement de quelques notes. Mais elle demande quand même à être excusée. Et elle répète et dit tout le respect et l'admiration qu'elle a pour Simone Veil, avec laquelle elle a travaillé dans les cabinets ministériels et auprès du président Georges Pompidou. La dernière des distinctions de Simone Veil est d'avoir été élue au 13e fauteuil de l'Académie française. Alors je me suis livré à une petite vérification, car à l'Académie française, on aime bien faire l'histoire des fauteuils. Elle a dû faire l'éloge de Pierre Messmer, Premier ministre de Georges Pompidou, qui était son prédécesseur à ce fauteuil. Quand on regarde en arrière, elle est bien dans la filiation de ce fauteuil. Le 13e fauteuil était celui de Racine. Et donc, l'homme qui a mis, l'écrivain qui met les femmes au centre de ses pièces. Au fond, Simone Veil, c'est à la fois la revanche de Bérénice sur Titus, et c'est le triomphe d'Esther, une fois de plus. Alors, c'est la journée mondiale des femmes, et comme Pierre-François l'a rappelé, c'est aussi le premier jour de Pourim. Elle est assise sur le fauteuil de l'auteur d'Esther. Sur ce même fauteuil, s'est assis Eugène Scribe, qui est l'auteur de La Juive, opéra de Jacques Fromental à Lévis, et qui est, en 1846, une pièce au vitriol contre l'antisémitisme, avec, pour héroïne,
une femme, la juive, l'opéra d'Halévy. Tout de même, je pense que on peut croire au hasard, ne pas croire au hasard, mais c'est assez extraordinaire qu'elle se soit trouvée dans la lignée de ces deux immenses personnalités de la littérature française. Voilà. Alors nous allons maintenant commencer par le témoignage de Marceline Loridan, et ensuite, avec Anne-Marie Revkolevski, nous évoquerons la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Marceline Loridan-Livos, je vais vous demander quelque chose d'un peu difficile finalement. C'est de raconter en quelques mots votre rencontre avec Simone Veil et... C'est-à-dire, je l'ai rencontrée à Birkenau. Elle était logée dans la Koya en face de la mienne. C'est-à-dire une espèce de bas-flanc comme ça, en bois. Elle était au 2e étage et moi j'étais au 3e étage. Elle était dans un box comme ça avec sa mère et sa sœur et d'autres gens. Et alors, elle est plus mûre que moi, disons. Pas plus âgée, elle doit avoir 1 ou 2 ans de plus que moi, pas plus. Mais elle est plus mûre, elle a passé son bac. Et moi, je suis une petite fille, je suis en classe de 4e encore, une enfant. Il y a un décalage entre nous. Mais j'ai du culot, je suis seule, je n'ai pas de famille avec moi, me sens plus libre et j'essaie de trouver des moyens pour nous cacher, pour essayer de comprendre là où nous sommes. Parce qu'on nous colle dans un bloc, on ne sait rien, on ne comprend rien de ce qui se passe de cet endroit. Donc il faut essayer de découvrir l'endroit où nous sommes et de comprendre le système. Et pour ça, il faut du temps, voilà. Donc nous essayons de nous cacher pour ne pas être pris pour des corvées d'humiliation terribles. Et puis c'est vrai que le grand choc pour nous, c'est notre nudité. On ne supporte pas la nudité. Et moi, je ne l'ai jamais supportée. Et c'est ça qui nous... C'est comme une humiliation, c'est presque un viol collectif. C'est comme si c'était un viol collectif sans viol. Mais c'est une sorte de viol de nos personnalités, de découvrir le corps de nos mères qu'on n'a jamais vu avant. Voilà. Les souvenirs de rire. Le plus beau souvenir de rire, c'est quand on s'est caché. On a réussi à se cacher dans Birkenau. Parce qu'il fallait être fort, hein, pour pouvoir se cacher. On était sous surveillance en permanence. Et on s'est caché, on s'est planqué sous des couvertures. Parce que c'était très militaire, le camp. Les gens l'oublient. C'était très militarisé. Et il y avait une discipline qui correspondait à la discipline nazie. Il fallait que les lits soient toujours bien... Enfin, les lits, les paillasses pourries avec 2 pauvres couvertures. Mais il fallait que... tout ça soit déposé en angle droit, tu vois. Et c'est à l'intérieur de ces paillasses que nous nous cachions en nous faisant recouvrir par des couvertures. L'une sur l'autre, tu vois. Donc, dès qu'on s'en entendait que les réunions de chefs de bloc et tout ça avaient lieu, il fallait sortir en douce, pas se faire piquer. Et c'est comme ça d'ailleurs que passant devant une baraque qui semblait bien plus confortable que la nôtre et qui avait de bonnes couvertures, et en entendant français toutes les deux, c'était une baraque en bois vert, je ne l'oublierai jamais. On entendait parler français, on a voulu rentrer pour rencontrer ces Françaises. Et c'était le groupe des communistes françaises. Elles nous ont chassés en nous traitant de sales juifs. Alors vous avez passé des mois, des années ensemble, y compris le transfert quand les nazis évacuent Birkenau. Ah non. Non. Non, parce que au bout d'un certain temps, d'un certain nombre de semaines ou de mois, elle a été
en sortant du camp pour aller travailler, la chef de camp, mais la chef de camp prisonnière elle-même, qui s'appelait Stenia, lui a dit « Tu es trop belle pour mourir, donne-moi ton numéro ». Et elle lui a répondu je suis là avec ma sœur et ma mère, donne-moi leur numéro. Et elle a été transférée ailleurs. Donc moi, je l'ai perdue de vue pendant longtemps. Ah, le culot de Simone, c'est d'avoir imposé sa mère, sa sœur, d'avoir pu aller ailleurs, et de retrouver la même Stenia après, qui reviendra comme chef du camp de Bergen-Belsen, et qui l'aidera à travailler à la cuisine. Oui, bien sûr. Elle tenait tête? Ah, ça, c'est difficile à dire. Tenir tête à un Allemand, c'est dur. Personne tenait tête. Ouais. Valait mieux pas tenir tête, si tu voulais garder ta tête. Ouais. Et ensuite, donc, vous vivez ensemble le moment de la libération? Non, non, on s'est retrouvés par hasard dans la rue. D'accord. On s'est jamais... on n'a jamais eu un rendez-vous pour se retrouver. C'est le hasard qui a fait qu'un jour, je vois une jeune femme dans la rue avec un bébé dans une petite poussette, et c'était Simone. Et j'habitais pas loin de chez elle. Alors, après, il y a une autre guerre qui est la guerre froide, et d'autres guerres qui sont les guerres coloniales. Et donc là, au fond, elle évolue dans un monde bourgeois, puis au pouvoir, et vous êtes en Chine, vous êtes au Vietnam, vous êtes en Algérie, vous êtes en Afrique avec Jean Rouge, et donc vous accompagnez complètement le mouvement révolutionnaire de ces années-là. Oui, mais d'une autre manière. Elle l'accompagnera à sa façon à elle, et moi à la mienne. Parce que finalement, je me souviens quand elle est ministre, quand elle est au cabinet de Michelet, du ministre Michelet, qui était ministre des anciens combattants, elle devient directrice des prisons de France. Ça m'énerve. Je dis, comment elle peut accepter un truc pareil? Elle est folle de devenir directrice des prisons de France. Bon, d'accord. Mais ce qu'elle fera, c'est ça la différence. Elle fera sortir toutes les filles qui étaient en prison en Algérie pour qu'elles ne soient pas violées. Elle les rapatriera en France. Elle aura d'autres types d'actes que moi. Moi, je serai dans la violence immédiate, voilà, et elle sera dans la subtilité des pouvoirs. Mais je ne suis pas jalouse, je l'apprécie comme elle est, même si elle m'énerve, même si ça m'énerve à l'époque, mais en même temps, rien ne nous délirera notre pacte d'amour. Parce que c'est un pacte qui s'est créé dans des conditions très spécifiques à Birkenau, qu'on n'a jamais lâché. Mais personnellement, je ne suis jamais intervenue dans sa vie politique. Elle ne m'a jamais rien demandé de rien. J'étais bien avant elle, j'ai lutté pour... au moment du procès de Bobigny, un procès qui a eu lieu sur un avortement, voilà. J'étais déjà pour l'avortement. J'ai signé l'appel des 343 salopes par protestation, même sans avoir jamais fait de fausses couches, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je ne voulais tellement pas d'enfants que j'en ai jamais eu, sans jamais rien faire. Mais j'ai signé cet appel des 343 femmes qui se révoltaient contre les pénalités concernant l'avortement. Voilà. Alors c'est quand même cet appel qui va déclencher ah la oui, loi. oui, et c'est l'appel qui a tout déclenché, absolument. Le moment du procès de Bobigny. Oui, mais elle a été admirable au moment des votes à l'Assemblée. J'ai revu récemment des images, c'est bouleversant. Comment elle est insultée, comment un antisémitisme français s'exprime
à cette époque contre elle, oui, c'était une femme formidable. C'est une femme formidable. Et voilà. Et je l'aime, et je l'aimerai toujours. Et j'ai beaucoup de peine. C'est une grande injustice, sa maladie. Et c'est comme ma sœur. Et ce sera toujours ma sœur. Anne-Marie Revkolevski. Elle est là. Oui, comme tu veux. Comme tu veux. Tu veux parler d'ici? Je veux parler d'ici, je veux parler de vous. Cher Pierre-François, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai eu la chance d'être proche de Simone Veil pendant 6 ans, puisque quand Simone Veil est devenue la présidente de la mémoire de la Shoah, j'ai été nommée dans cette fondation et ensuite devenue très vite la directrice générale. Au cours de ces 6 années, j'ai bien sûr été très inspirée par ce qu'elle a pu nous dire pour guider cette nouvelle grande fondation pour la mémoire de la Shoah. Et donc j'ai beaucoup d'émotions à parler de cette période. Mais ce n'est pas simplement parce que nous avons travaillé ensemble que j'ai cette complicité avec elle, mais c'est parce qu'en même temps j'ai beaucoup voyagé avec elle. Parce que Simone Veil était invitée dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de pays, et où elle intervenait publiquement, et elle avait souvent souhaité que je l'accompagne. Alors, ce n'était pas simplement pour, au dernier moment, vérifier que le discours était très bien et que tel mot valait mieux qu'un autre, mais c'est parce que, au fond, quelque part, il y avait aussi une complicité de femmes entre nous. Et cette complicité de femmes, elle m'avait souvent dit d'ailleurs qu'elle aimait travailler avec les femmes. Et cette complicité de femmes m'a permis vraiment de pénétrer un certain nombre de ses obsessions, de ses angoisses, de ses bonheurs aussi. Et donc, je vais maintenant vous en parler. Vous m'avez dit et vous m'avez demandé de parler de Simone comme une passeuse de mémoire. Et je vais répondre à cette demande que vous m'avez faite. Mais je vais y ajouter 2 autres aspects de sa personnalité lorsqu'elle a été la présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Parce que Simone Veil n'a pas été simplement une passeuse de mémoire. Elle a été une sentinelle du présent et une bâtisseuse de l'avenir. Et ces 3 dimensions, elle les a incarnées, elle a guidé la Fondation pour que cette Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui subsiste aujourd'hui sans moi, bien sûr, puisse travailler dans ces 3 directions. Alors, d'abord, parlons de Simone Veil, la passeuse de mémoire. Et bien sûr, de la Shoah, dont Marceline a parlé, puisque Marceline était à Birkenau avec elle. Et là-dessus, je voudrais insister sur 4 points particuliers qui étaient des obsessions chez Simone. La première des choses, c'est que pour Simone Veil, la Shoah était absolument unique. Il n'était pas question de faire aucune comparaison. On ne pouvait comparer aucun autre génocide. Et ce caractère de l'unicité qui faisait qu'il s'agissait véritablement d'une rupture de l'humanité, qui était une rupture métaphysique, qui était une rupture morale, il n'était pas question d'accepter la moindre comparaison. On ne pouvait pas, comme ça a été fait tout de suite après la guerre, parler de la Shoah et parler d'Hiroshima. On ne pouvait pas parler des cadavres de Bergen-Belsen et des cadavres de Dresde. Et elle avait senti très vite qu'on commençait déjà à parler des autres massacres. Or, elle nous a toujours dit qu'il faut faire très attention. Parce que quand on commence les comparaisons, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion pour les autres souffrances, mais la Shoah, c'est quelque chose d'absolument
unique qui s'est passé. Et il faut garder ce caractère unique, il faut l'enseigner comme un caractère unique. Parce que sinon, tout le monde devient coupable, tout le monde devient victime. Et au bout du compte, ces amalgames conduisent à quoi? C'est que personne n'est plus coupable. Et là-dessus, je crois que ça a été quelque chose d'absolument fondamental dans cet accent qu'elle a mis et qu'elle a toujours insisté pour que nous gardions. Il faut expliquer que la Shoah n'est pas la boussole pour tout. On n'a pas besoin de citer la Shoah à chaque fois. Mais quand on parle de la Shoah, il ne faut parler que de la Shoah. Et même quand on parlait du Cambodge, et même quand on parlait du Rwanda, Simone disait non, il y a la Shoah, il ne faut parler que de la Shoah, de ce caractère unique, et il faut l'enseigner comme ça. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est une expression qui l'horripilait. L'expression du devoir de mémoire. Simone Veil considérait que ça n'avait aucun sens, ce devoir de mémoire. Le devoir de mémoire était le devoir des survivants. Oui, les survivants avaient un devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui étaient morts, de ceux et celles qu'elles avaient laissés. Et là-dessus, elle disait souvent, et elle l'a écrit, lorsque nous avons vu à Birkenau, à Bergen-Belsen, autour de nous, celles qui mouraient, qui n'avaient plus un souffle, qui étaient des cadavres, la seule chose qu'on voyait dans leur regard avant qu'elles meurent, vous raconterez. Et c'est à elles que nous avons ce devoir de mémoire. Nous, les témoins, nous avons ce devoir de mémoire. Maintenant, il y a les historiens. Et les historiens, vous avez une autre responsabilité. Nous, les témoins, nous disons les faits. Vous, les historiens, vous allez expliquer. Vous allez expliquer les engrenages, vous allez expliquer le fascisme, vous allez expliquer le nazisme, vous allez expliquer d'où tout cela est venu. Et de façon, quand vous expliquerez ces engrenages, alors ce n'est pas parce qu'on enseigne Auschwitz qu'on vaccine contre Auschwitz, mais ces engrenages, vous les expliquerez pour que les jeunes générations comprennent. Et pendant longtemps, il y a eu un conflit entre les témoins et les historiens. Mais quand j'ai connu Madame Veil, il n'y avait plus de conflit. Les historiens avaient compris l'importance des témoins et les témoins avaient compris qu'ils avaient besoin des historiens. Et c'est encore une fois, donc, c'est un deuxième point extrêmement important qu'elle a toujours souhaité nous expliquer à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui faisait que nous avons accordé autant d'attention aux archives, aux témoignages, aux collections, c'est-à-dire la parole des témoins. Mais en même temps, il fallait donner aux historiens tous les outils pour que les historiens puissent former les enseignants qui ensuite formeraient les nouvelles générations. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question du retour des survivants. Parce qu'il y avait aussi un autre point qui la mettait hors d'elle, c'était de dire que les survivants n'avaient pas parlé. Et c'était faux. Les survivants avaient voulu parler. Le problème, c'est qu'on ne les avait pas écoutés. Parce que la parole des survivants et l'horreur que les survivants souhaitaient raconter butait par rapport à ceux qui ne pouvaient pas les écouter. Et elle disait souvent qu'ils avaient senti qu'en voulant raconter, il y avait une sorte de réaction physique, d'angoisse physique vis-à-vis de ceux auxquels ils voulaient raconter. Et alors le résultat, c'est que les survivants, à leur retour, ont cessé de raconter. Et où est-ce qu'ils racontaient? Entre eux. Et combien de fois, Simone m'a dit, et Pierre-François le sait, c'était les survivants qui, ensemble, se racontaient. Et ils se racontaient, bien sûr, parce que d'abord, ils se racontaient le camp, mais pas seulement, parce qu'ils se racontaient la vie qui recommençait, parce qu'ils étaient heureux de pouvoir dire qu'ils étaient tombés amoureux, qu'ils s'étaient mariés, qu'ils avaient des enfants, qu'ils vivaient à nouveau. Et c'était pour eux un bonheur d'être entre eux et d'avoir pu surmonter cette horreur pour qui les autres ne pouvaient pas comprendre. Au point même qu'une fois, je sais qu'elle a même écrit en disant, on avait l'impression qu'il nous disait, c'est bon, vous avez vécu, mais taisez-vous. Et ça, c'est aussi quelque chose qui l'horripilait quand elle pensait qu'on disait, non, on n'a pas voulu raconter. Si, on avait voulu raconter. Un autre point que je voudrais souligner, parce que c'était quelque chose qui revenait et qui s'est vraiment traduit ensuite dans ce que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a fait, il y avait un moment de la Shoah qui a été pour elle extrêmement éprouvant et dont je voudrais vous dire quelques mots. C'était la vision de l'extermination des Hongrois.
Simone Veil était donc au camp, à Birkenau, et il se trouve qu'entre avril et mai 1944, en 56 jours, 400 000 Hongrois sont arrivés de Hongrie pour être exterminés à Auschwitz. Il se trouve que quelques mois avant, les nazis avaient amené les rails de la Judenrampe, qui avant était à l'extérieur du camp, avaient amené les rails au plus près du camp pour être tout près des chambres à gaz. Parce qu'ils savaient que là, l'extermination de masse aurait lieu et qu'il fallait donc non pas faire comme avant, c'est-à-dire avoir les Juifs qui sortaient à l'extérieur du camp, les trier, et ensuite on amenait les uns à pied et les autres en camion. Non, il fallait qu'en très peu de jours, on puisse exterminer le maximum de personnes. Or, à ce moment-là, Simone et ses compagnes étaient juste à côté dans le bloc. Et c'est là qu'elles ont vu les Hongrois arriver. Et de ce spectacle, elles ne s'étaient jamais remises. Parce qu'elles voyaient ces centaines de milliers de gens qui arrivaient débarquer par convoi des wagons et qui ne savaient pas où ils se trouvaient. Parce que contrairement aux Juifs d'Europe, les Hongrois avaient été amenés au dernier moment. C'était le dernier bastion où il y avait encore des Juifs qu'on pouvait encore exterminer. Et Simone n'a cessé de dire que, alors que nous pensions n'avoir plus de larmes, alors là, nous avons pleuré. Et nous avons pleuré parce que certains d'entre nous sont même allés chuchoter à ces gens qui arrivaient, à ces femmes qui arrivaient et à ces jeunes femmes qui arrivaient. Laissez aller vos enfants, donnez vos enfants aux vieilles, parce que ce sera votre seule chance de survivre. De cette vision des Hongrois, elle m'en a souvent parlé. Et je sais que lorsqu'à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous avons publié l'album d'Auschwitz, qui était cet album où il y avait les photos des Hongrois. Lorsque nous avons fait une exposition en 2004 sur l'extermination des Juifs d'Auschwitz, lorsqu'elle est allée à Budapest, ça a été un moment très fort, parce que là, il y avait cette vision des convois qui déchargeaient les Hongrois et qui avait été insupportable. Un autre aspect qui a été un de ses grands regrets dont elle parlait souvent, c'est de n'avoir pas suffisamment prêté attention aux enfants. Souvent, elle disait que quand ils étaient revenus, soit ils avaient 18 ans, 20 ans, soit ils étaient plus âgés, mais quand ils sont revenus, eh bien, il y avait tous ces enfants qui avaient perdu les parents, qui étaient orphelins, qui avaient été cachés. Eh bien, les survivants n'avaient pas prêté attention à ces enfants. Et c'était un remords qu'elle avait souvent. Pourquoi est-ce que toutes ces familles, même pas des survivants, pourquoi est-ce que toutes les familles de Juifs qui, eux, avaient été épargnés, pourquoi ces familles n'avaient pas accueilli les enfants? Et elle avait une reconnaissance vraiment très sincère à toutes les organisations qui, après la guerre, se sont occupées des enfants. Elle avait une vraie affection pour l'OSE, par exemple, qui s'était occupée des enfants. Elle avait une affection pour ces institutions de la communauté qu'elle ne connaissait pas tellement, mais à laquelle elle nous avait toujours dit à la Fondation, il faut aider l'OSE, il faut aider les institutions qui, elles, se sont occupées des enfants. Et si je parle des enfants, bien sûr, j'arrive à la troisième partie sur cette passeuse de mémoire, qui étaient ceux qui les avaient sauvés. Et je veux parler, bien sûr, des justes parmi les nations. Cette reconnaissance, alors qu'elle, bien sûr, avait été déportée avec sa mère, sa sœur, et puis, comme vous le savez, son père et son frère avaient aussi péri, elle avait aussi un remords, peut-être de n'avoir pas fait assez pour les justes, ces justes parmi les nations. Et je me souviens très bien que l'une des choses qu'elle admirait le plus à Yad Vashem, bien sûr, c'était le fait de conserver les archives, de rassembler des témoignages, de faire de l'enseignement, mais c'était le fait que Yad Vashem, une de ses premières décisions, avait été de créer ce diplôme de reconnaissance à tous les non-juifs qui avaient permis à tant de juifs d'avoir la vie sauve. Et c'est pour ça que chaque fois qu'elle était invitée pour aller au Chambon, en France, ou pour parler d'un certain nombre de prélats qui avaient pu créer des réseaux, elle était toujours prête à cette reconnaissance. Jusqu'au jour, bien sûr, vous savez, où nous avons fait entrer les justes au Panthéon. Et c'était vous savez, pour l'anecdote, c'était quelque chose d'assez étonnant parce que lorsque nous avions décidé de voir comment on pouvait faire entrer les justes au Panthéon avec le grand écriteau aux grands hommes, la patrie reconnaissante,
et où tout de suite elle a amené le président Chirac, qui bien sûr avait trouvé l'idée excellente, c'était pour rendre hommage à tous ces anonymes, parce qu'on savait bien que tout le monde n'avait pas été reconnu juste parmi les nations. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait un petit peu, qui avaient fermé les yeux, qui savaient qu'il y avait des familles qui n'avaient rien dit, puis il y avait ceux qui avaient effectivement caché les enfants, et pour elle, ça a été un moment très important de pouvoir rendre hommage à ces justes, qu'ils aient été reconnus ou qu'ils n'étaient pas reconnus. Et je sais qu'elle était très fière, mon cher Pierre-François, que vous soyez devenu le président du comité français pour Yad Vashem en France. Maintenant, je voudrais là-dessus expliquer que l'entrée des justes au Panthéon avait une autre signification, parce que ça va me permettre de passer à ce deuxième aspect qui est Simone Veil, la sentinelle de l'actualité. Nous étions au début de la vague d'antisémitisme. Et Simone, depuis 2003, avait vu l'antisémitisme monter en France. Et lorsque nous avons fait, quelque part, entrer les justes au Panthéon, c'était aussi une réponse à ce début de vague de l'antisémitisme. C'est parce que nous avions un de nos collègues qui était revenu des États-Unis et qui nous avait ramené le message des Américains: la France est de nouveau antisémite, ce n'est pas étonnant, la France, ça a toujours été Vichy. Et ce collègue nous disait: mais la France n'a pas été que Vichy, il y avait les justes parmi les nations. Il y avait, et c'était aussi une autre obsession de la part de Simone, de dire toujours: mais attention, en France, parmi les pays qui ont été occupés par les nazis, les 3/4 des Juifs ont survécu. Pourquoi est-ce qu'ils ont survécu? Et elle tenait à le rappeler aux jeunes générations. La majorité des Français n'ont pas été des salauds, la majorité des Français n'ont pas été des collabos. Et cette histoire, il faut la raconter, il faut être fier de l'histoire de ces justes, il faut être fier de cette France-là aussi. Et c'est pour ça aussi qu'au moment où l'antisémitisme commençait à gangréner le pays, qu'on a dit, eh bien, l'exemple des justes, ça sera une façon de montrer aux jeunes générations que chacun, aujourd'hui, peut être à contre-courant de cette vague d'antisémitisme que nous sentions monter. Simone en a été alertée très vite, très tôt. Elle n'en prenait pas toujours exactement la mesure parce qu'elle disait très clairement: attention, nous ne sommes pas au moment de la rafle du Veldiv, nous ne sommes pas à l'époque du régime de Vichy. Parce qu'en même temps, et c'était un des grands livres de Simone Veil, c'était une jeune fille française. Elle avait un amour de la France. Elle avait une foi dans les institutions de la République. Elle croyait dans la France. Et elle disait: nous ne sommes pas pendant la France de Vichy. Il faut que le gouvernement prenne des mesures contre l'antisémitisme, et il les prendra. Mais elle était quand même extrêmement inquiète. Depuis 2003, elle voyait ce qui se passait dans les banlieues. Elle le disait. Il y avait cet islamisme qui montait. Elle voyait bien la détestation d'Israël avec ce sionisme qui était l'équivalent de l'antisionisme et l'antisémitisme. Elle en était tout à fait consciente, même si elle considérait que nous faisions face à un antisémitisme qui était moins d'extrême droite, mais un antisémitisme qui appartenait beaucoup aussi au groupuscule d'extrême gauche. Mais elle était très avertie et très souvent, lorsqu'elle participait à des conférences et qu'on l'interpellait, comme qu'est-ce qui se passe en France, elle disait: attention, il y a un antisémitisme, cet antisémitisme, la France parviendra à le juguler. Mais elle était très inquiète vis-à-vis de ce qui se passait, très inquiète, même si elle ne fréquentait pas les lieux où il y avait les communautés juives, mais elle comprenait l'inquiétude de beaucoup de Juifs de France. Et dès le début, lorsque la Fondation pour la mémoire de la Shoah a été sollicitée pour aider à la protection des lieux, des synagogues, des écoles, tout de suite, il était clair que la Fondation devait d'abord commencer par dire: nous protégerons, nous mettrons des caméras, nous mettrons tout ce qu'il faut, nous édifierons des murs, mais à un moment donné, la République devra, elle aussi, décider de prendre les mesures pour protéger les Juifs. Ce rapport à l'inquiétude qu'elle sentait monter, et elle a senti tout de suite ce qui se passait avec le négationnisme et avec l'Iran. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais elle sentait bien qu'il y avait une vraie menace et que c'était aussi la menace vis-à-vis d'Israël. Et là, vous avez vu Simone Veil qui parlait d'Israël. Je voudrais dire que ça, c'était aussi l'autre dimension, c'était son rapport à Israël. Son rapport à Israël était clair et net. Il y avait une solidarité totale avec l'État d'Israël. Elle l'a répété à plusieurs reprises. Pour elle, il y avait la détestation d'Israël lui était
insupportable. Et elle défendait Israël bec et ongle. Et là, je voudrais raconter une anecdote personnelle parce que elle l'a écrit avant l'anecdote, je vais vous la dire après. Elle avait expliqué qu'en fait, elle ne connaissait pas, quand elle était jeune fille, elle ne savait pas très bien ce que c'était, même pas la Palestine. Et elle a découvert ce qu'était la Palestine au camp. Parce que parmi ses amis, il y avait des Juifs qui venaient de Pologne ou qui venaient d'Ukraine et qui, lorsque Simone disait qu'elle rêvait enfin de pouvoir retourner en France, ses amis lui disaient « Ah non, nous, on ne reviendra pas dans nos pays, nous, on ira en Palestine. » Et c'est là qu'elle a vraiment découvert ce que c'était que la Palestine. Et on sait bien, et je pense que Pierre-François le sait encore mieux, c'est que les amis qu'elle a eus et qui sont allés ensuite en Palestine puis en Israël, chaque fois qu'elle venait en Israël, elle allait toujours retrouver ses amis. Alors, sur Israël, je voudrais dire, voilà, cette anecdote, parce qu'elle me touche beaucoup, puisque j'ai accompagné Simone à plusieurs occasions en Israël. Je lui ai dit une fois, ça fait combien de temps, Simone, que vous n'êtes pas allée au mur des lamentations? Oh, jamais le temps, il y a une conférence ici, ensuite je suis invitée chez le Premier ministre, ensuite je suis invitée... Non, bon, je dis, ah non, on va y aller. Oui, d'accord. Donc, on est allés toutes les deux au mur des lamentations. Alors, j'ai dit, bon, bah... Parce que Simone était une laïque. Bon, elle ne s'est pas mise à prier devant le mur de lamentation. Alors, j'ai dit, bon, bah, on sort un petit papier. Ah, d'accord. Alors, elle a sorti un petit papier. On l'a déchiré. Moi, j'ai écrit quelque chose. Elle a écrit un petit quelque chose. Et on a toutes les deux mis notre petit papier dans le mur. On ne s'est pas dit ce qu'on avait mis. Et puis ensuite, on est allé, il y avait une visite qui était organisée, on est allé planter un arbre dans une des forêts du Keren Kayemet. J'ai d'ailleurs demandé récemment où est-ce que c'était, parce que je ne me rappelais plus, mais ils ne m'ont pas répondu. Or, je pense qu'il y a eu des photos et que cet arbre n'est pas n'importe quel arbre. Donc, on a planté l'arbre. Et alors là, parce que Simone Veil, elle était à la fois très affectueuse et chaleureuse, et parfois assez terrible. Hein, elle ne montrait pas toujours son émotion. Et donc, elle s'énervait très vite. Hein, mais en même temps, elle adoucissait immédiatement. Et c'était cette affection, en fait, cette complicité qu'on avait. Alors, on a planté l'arbre et elle m'a dit, vous voyez Anne-Marie, il faut toujours penser qu'à un moment donné, il y a de l'espoir. Ne désespérez jamais. Ça, c'était Simone Veil avec sa vigilance par rapport à l'actualité et à l'antisémitisme. Maintenant, comme bâtisseuse d'avenir, je voudrais terminer par une relation à ce qui a été une des autres tâches de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est sa relation au judaïsme. Simone était une laïque, une défenseuse de l'école républicaine, et l'école juive, elle ne connaissait pas. Judaïsme, on ne connaissait pas beaucoup. Et je me souviens que quand une fois le Rav Steinsaltz est venu à la Fondation parce qu'on devait financer la traduction, je pense, d'un certain nombre d'ouvrages, elle était très intriguée par le Rav Steinsaltz, qui était très malicieux et qui, lui, connaissait très bien la France et qui se moquait des intellectuels français. Et alors là, elle nous faisait confiance. Au professeur Steig, qui était le président de la commission qui s'occupait de culture juive en France, et de moi-même, elle dit, écoutez, moi, ça, c'est un domaine que je connais mal, je vous fais confiance. Il y a les enfants juifs qui partent des écoles publiques et qui doivent être accueillis dans les écoles juives. C'était pas vraiment sa tasse de thé, mais bien sûr qu'il fallait accueillir les enfants. Et si la Fondation devait donner de l'argent, soutenir le développement de ces écoles juives, alors il n'y avait aucune hésitation à avoir. On allait augmenter la capacité des écoles juives à accueillir ces enfants. Mais il fallait aussi que ces enfants, parce que ces enfants venaient parfois de familles qui n'avaient pas du tout eu l'idée d'envoyer les enfants dans des écoles juives parce qu'on voulait enseigner le Kodesh. Alors nous avons dit, bon, mais puisque ces enfants viennent maintenant dans ces écoles, encore faut-il qu'ils aient un bon enseignement en matière de Kodesh. Parce que les professeurs de matière normale, c'est les professeurs normaux, ils sont diplômés, ils sont agrégés, certifiés, etc. Les professeurs de Kodesh, c'est les professeurs de Kodesh. Et on trouvait que, par exemple, les retours que nous avions, c'est que ce n'est pas extraordinaire hébraïsant, par exemple, que les jeunes qui sortaient pour devenir des professeurs de Kodesh, ils n'avaient pas toujours un niveau universitaire formidable. Alors on a été plusieurs à dire, Madame Veil, il faut qu'on fasse un grand programme de formation pour les professeurs de Kodesh. Ça s'appelait le programme Mahor.
Et nous l'avons fait pendant quelques années en essayant d'augmenter le niveau d'excellence de ceux qui ensuite allaient enseigner dans les écoles. Ces domaines, elle y était très attachée, même si elle les connaissait beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand nous avons décidé, par rapport à l'antisémitisme, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que non seulement il y avait beaucoup de juifs qui ne connaissaient pas bien leur histoire et pas bien leur culture, mais il y avait surtout beaucoup de non-juifs qui ne connaissaient pas ce qu'était notre culture. Et en particulier, les enseignants d'histoire. Parce que si nous avions financé beaucoup de voyages de professeurs d'histoire à Auschwitz et dans les camps, lorsque nous avions interrogé ces professeurs, ils nous avaient dit notre problème, ce n'est pas tellement notre formation sur l'histoire de la Shoah, parce que l'histoire, nous la connaissons. Après tout, nous sommes des professeurs d'histoire. Mais notre problème, c'est qu'on ne connaît pas le judaïsme. Et l'histoire juive, on ne connaît pas les contenus. Et quand les élèves nous demandent pourquoi les juifs, pourquoi est-ce que ce sont les juifs qu'on a essayé d'exterminer, mais qu'est-ce que c'est quoi les juifs exactement? Alors on a décidé à la Fondation qu'on allait commencer à faire des formations avec tout un ensemble d'universitaires et qu'on allait aller dans les différentes académies de France, en prenant les professeurs de lettres, les professeurs d'histoire, et on allait leur enseigner c'était quoi le Talmud, c'était quoi un commentaire talmudique, c'était quoi la littérature juive, c'était quoi l'histoire, c'était quoi l'archéologie. Et Simone Veil m'a souvent dit c'est dommage que je ne peux pas assister, parce que j'aimerais tellement en apprendre aussi. Enfin, nous avons donc, à un moment donné, publié une magnifique anthologie. Et cette anthologie, que j'ai apportée d'ailleurs ici, cette anthologie, quand Madame Veil avait parfois des insomnies, il lui est arrivé de dire « j'ai feuilleté » et j'y ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc cet attachement au judaïsme, elle l'avait absolument. Elle était à la fois une femme française, une survivante, cette passeuse de mémoire, une sentinelle sur ce qui allait se passer, intransigeante vis-à-vis de l'antisémitisme, grande confiance dans la France et en même temps très attentive à ce qu'on n'enseigne pas simplement l'histoire de l'extermination du monde du yiddish, mais qu'on continue à transmettre la culture et les textes du yiddish. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous dire cela. Ce qui m'a toujours frappée, c'est que derrière tous ces conflits, elle a toujours voulu être une femme de réconciliation. Elle a toujours dit, en reprenant l'exemple de l'Allemagne et de la France, qu'il fallait toujours construire des ponts, qu'il fallait toujours tisser des liens. L'amitié, ça viendrait après, mais il faut construire des cadres. Et je vais terminer par deux phrases. L'une qui est souvent restée dans ma mémoire. La première, c'est une phrase de Simone Veil. « Après la guerre, j'ai surmonté la haine et le désir de vengeance, parce qu'aucune vengeance n'était à la mesure de la monstrueuse barbarie de la Shoah. » Et ce que j'ai retenu de fondamental, c'était cette deuxième phrase. « Toute mémoire est un héritage, et tout héritage est une exigence d'agir. » J'en étais déjà personnellement convaincue. Mais son exemple m'a certainement encouragée encore davantage à ne jamais renoncer. Et cette affection que j'ai eue pour elle, cette admiration, cette complicité a été un honneur. Et si j'ai ensuite, à ma façon, essayé de construire d'autres ponts, encore plus difficiles, c'est certainement à Simone Veil que je le dois. Si, mon cher Pierre-François, les mots que je viens de prononcer peuvent arriver jusqu'à la conscience de mon amie Simone, j'espère que je ne l'aurai pas trahi. Non, Anne-Marie. Non. Car tout de même, à chacune des fins de séquence, je demande à la salle s'il y a des questions. Je dis bien des questions. Brèves auxquelles Anne-Marie Ravkolevski
François, nous-mêmes, pouvons répondre brièvement. On a quelques minutes pour avoir peut-être des réactions, des questions. Et je pense qu'après un témoignage d'une telle force... On n'entend pas? Ah si, on entend. Je pense qu'après un témoignage d'une telle force, on est tous un peu sous l'émotion. Mais voilà, on va essayer de respirer et d'aller un petit peu plus loin ensemble parce qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés. Monsieur. C'est Roby qui veut commencer? Ah non. Si j'ai bien compris, il y a des micros de part et d'autre. Il y a des micros ici, venez. Est-ce que vous pouvez vous lever, madame? Est-ce que vous pouvez vous lever et vous approcher du micro qui est là-bas? Je suis désolé, mais sinon la salle ne va pas vous entendre. On n'a pas de micro HF, ce qui est peut-être mieux parce que les gens ont tendance à les garder ou à se les passer dans le plus grand désordre. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord l'université de Netanya qui nous permet d'assister à des conférences de ce niveau et de voir des gens de cette qualité, où j'aurais dû commencer, des gens de cette qualité, des conférences de ce niveau. Je remercie beaucoup Madame Anne-Marie Evkolevski. Voilà, parce que c'est une des rares femmes, ou même des gens en général, hommes et femmes, c'est une des rares personnes dont je suis émue, hein, où j'ai entendu enfin parler du monde politique, des systèmes politiques qui ont permis cette mise en place de ces horreurs. Jamais on assiste à un débat sur ce sujet. On nous parle toujours de l'humanitaire, ce que nous connaissons malheureusement tous, tout ce qu'ils ont souffert. Je suis moi-même fille de déportés, enfant caché, et on nous parle toujours de cet aspect du problème, mais l'aspect politique n'est jamais évoqué. Et ce que je dis, je l'ai dit à Madame Tobinatan, qui est une amie personnelle, et je le lui ai dit. Elle m'a dit, tu as raison, on devrait souvent l'évoquer et en discuter. On n'en discute jamais. C'est très tabou. De toute façon, on ne peut en parler qu'entre nous, mais ça devrait être évoqué beaucoup plus souvent. Encore merci, Madame. Bon, alors, si on est tous à peu près sur la même page, on va vous laisser respirer 5 ou 6 minutes avant la séance suivante. On va faire une petite interruption et remercier encore... Je n'avais pas dit 6, moi je disais 5. 5 minutes. Ah oui, non, mais tu es très, très, très précis. Hein. Mais tu sais qu'ici, on est dans un collège où on essaie de laisser la liberté bien contrôlée et bien comprise. Merci encore 1000 fois. J'ai eu l'impression par moment d'entendre Simone. Une précision terrible.